Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Lab de l'Université catholique de Lille pour une rencontre exceptionnelle aujourd'hui avec une grande personnalité du monde des lettres, Jean-Paul Enthoven. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'être présent avec nous aujourd'hui. Je suis Alyosha Vadlasovski, le directeur du département de littérature, et avec mon collègue et ami, le professeur Alexis Lacroix, nous sommes très heureux de vous accueillir. Moi aussi, ravi d'être là. Merci beaucoup Jean-Paul pour une très très belle rencontre autour de Si le soleil s'en souvient, votre nouveau roman qui est passionnant, bouleversant, émouvant, très très riche d'histoires, de souvenirs, de partage et aussi de réflexions profondes. Lorsque vous écrivez par exemple page 67, j'écris contre mon enfance, c'est aussi évidemment quelque chose de fondamental et nous allons y revenir. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous aurons aussi avec nous les étudiants du Master Hélène, c'est-à-dire un master consacré au métier du livre et de l'édition, qui auront le plaisir dans l'émission que nous vous proposons de vous interviewer et d'échanger avec vous. Et je profite aussi de cette occasion et de votre présence généreuse parmi nous d'annoncer qu'avec Alexis et moi-même, nous souhaitons organiser un grand colloque international autour de vos textes, de vos écrits, de votre littérature, et nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau. Flatté, je suis très flatté. Et donc, voilà, alors le Master Hélène, moi-même et toute l'équipe ici, nous sommes vraiment très heureux de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Alyosha. Merci beaucoup, cher Jean-Paul Enthoven. C'est un grand plaisir, vraiment, de vous accueillir à Livre Ouvert à l'Université catholique de Lille. Dans un instant, vous allez découvrir nos étudiants. Ils ont aimé, je crois, autant que nous. Si le soleil s'en souvient, ils vont vous poser des questions, chroniquer aussi votre vie, riche en événements et en réalisations. Mais immédiatement, une question très simple. Pourquoi vous êtes ressouvenu de cette journée dramatique du 24 juin 1960, au cours de laquelle, sur les hauts plateaux de l'Oranie, devait être inauguré un cinéma majestueux évoquant les grands cinémas américains, et au cours duquel rien ne s'est passé comme c'était prévu? Oui, enfin, c'est une longue affaire. C'est un événement fondateur. On devait projeter le film de John Huston, qui s'appelait Moby Dick, tiré du roman de Melville. Et on est dans les années 61. C'est une période terrible en Algérie. La bêtise domine le monde, ce monde. Et ce titre, Moby Dick, dont l'ignorance locale ne permettait pas de savoir qu'elle s'était adossée à un chef-d'œuvre impérissable, s'est vite transformé en Maudit Bic. Vous comprenez le jeu de mots sinistre et raciste. Et évidemment, les Algériens qui allaient gouverner le pays quelques mois plus tard l'ont assez mal pris, on peut les comprendre. Ils ont, à partir de là, envoyé un commando suicide dans la salle de cinéma. Ça a été une sorte de petit Bataclan, mon premier Bataclan, si je puis dire. Vous aviez 11 ans. Hein. Oui, oui. Ouais. Et les grenades ont explosé, les militants du FLN ont été tués, ça a été... Voilà. Et cet événement fondateur m'a à la fois donné l'horreur de la violence, mais surtout, ça m'a mis en relation avec Melville, puisqu'il était un peu responsable de tout ça. Et ça forge votre sensibilité littéraire en même temps que votre sensibilité politique, votre aversion pour toutes les formes de violence. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça va vous sembler complètement présomptueux et immodeste, mais quand je lis les mots de Sartre et que je vois comment il entre en littérature, et c'est un chef-d'œuvre, je ne prétends pas comparer, bien entendu, mais j'ai voulu raconter comment je me suis intéressé à la littérature. Alors vous savez, un philosophe qui nous est cher à beaucoup d'étudiants aussi de l'Université catholique de Lille, qui est Jacques Derrida, votre aîné, hein, bien sûr, 20 ans de différence entre vous. Il parlait de sa nostalgie. Il est né en Algérie, à l'Elbiar. Il parlait de sa nostalgie. Autrement dit, il disait... J'ai gardé la nostalgie de mon pays natal, qui n'est plus mon pays, qui était français comme vous. Hein. J'ai gardé cette nostalgie. Vous, visiblement, vous êtes aux antipodes de ce sentiment déridien. Bien entendu, on est de son enfance comme on est d'un pays. Moi, c'est pas ça du tout. J'ai haï ce pays, j'ai haï sa culture, j'ai haï sa violence. C'est un pays complètement imbibé de sang et de violence. D'ailleurs, ça a continué.
Récemment, je voyais que le président algérien allait remettre la plus haute distinction algérienne. Il mettait une médaille de bienfaiteur de l'humanité au président Poutine, ce qui veut dire qu'ils sont tout le temps un peu spéciaux. Et donc, haine de la violence, et surtout, pourquoi un écrivain comme Herman Melville devient mon passeur vers l'histoire de la littérature. Alyosha le disait à l'instant, vous écrivez contre votre enfance, vous Oui, le bien revendiquez explicitement, Bien sûr, oui. Jean-Paul Bien Enthoven, sûr. dans ce nouveau D'ailleurs, roman. je n'aime pas l'enfance en littérature, moi. Je l'aime un peu chez Proust, parce que Proust est un narrateur qui parfois a 10 ans et parfois a 60 ans. Mais si on reste sur vous, oui. sur votre enfance, Oui. qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'enfant, le petit colon, entre guillemets, Oui. juif, bien sûr, Oui. que vous étiez à l'époque, Eh bien, ce petit garçon français d'Algérie? Je n'aimais pas cette fausse allégresse. Cette fausse allégresse dont Camus a admirablement parlé. Il y a beaucoup de soleil, mais il y a surtout des soleils noirs. Des soleils... il y a une espèce d'allégresse revendiquée. Enfin, aujourd'hui, maman est morte, c'est vraiment, ça résume pour oui, vous, bien sûr, ouais. bien sûr. Et même une dimension sartrienne aussi dans votre oui, récit. Parce bien que sûr. quand vous dites, par exemple, je suis à cet instant bien à l'aise dans mon rôle de fils, on Bien voit sûr. poindre déjà quelque chose qui craque de l'enfance. Mais d'une manière générale, je n'aime pas la littérature qui compose et s'extasie devant l'enfance. Derrida a parlé de sa nostalgie. Je peux vous dire que je n'en ai aucune, et au contraire, c'est à la base de mon gaullisme de l'époque, alors que j'étais un enfant, puisque je sentais que le général de Gaulle, en mentant, en se servant de la guerre d'Algérie pour prendre le pouvoir, allait me libérer. Oui, mais encore une question introductive. On se connaît un peu tous les trois, on a eu de nombreuses conversations. Vous le notez souvent, un enfant est aussi façonné par le paysage, par la lumière de son enfance. Oui, il y avait la lumière. Alors, oui, voilà. Il y avait la Jacques lumière. Derrida ne délire pas complètement quand il évoque cette bien beauté sûr. méditerranéenne du pays. C'est le cas dans votre livre, puisque le parfum de jasmin et de menthe est présent. Et puis je mets le soleil dans le titre, bien entendu. Il y a deux mémoires, vous savez. Il y a la mémoire de la peau, et puis il y a la mémoire de la tête. C'est pas la même. La mémoire de la peau, effectivement, cette école de parfum, de sensualité, de saveur est merveilleuse. Je l'ai retrouvée ailleurs, mais c'est vrai que c'est là que j'ai été en contact avec cette saveur et cette douceur. Et puis il y a la mémoire de la tête qui, elle, vous réveille un peu. On se demandait avec Alyosha, avant d'entendre votre portrait par une de nos étudiantes, Agathe, oui, on se demandait, est-ce que vous êtes retourné en Algérie, comme certains juifs d'Algérie d'origine, qui reviennent au pays une fois, mais à peine quelques années plus tard. C'était bouleversant. C'était bouleversant parce que moi, qui ne suis absolument pas client aux nostalgéries, j'ai été submergé par des larmes, par la présence des morts que nous avons laissés là, que ma famille a dû laisser là-bas. Les sépultures souvent détruites, bien non sûr, entretenues. Bien sûr. Voilà, délibérément non entretenues. Oui. Non, peut-être pas. Enfin, c'est le destin de tous les cimetières que d'être abandonnés. Mais dans le roman vrai que vous nous offrez, il y a aussi ces personnages, justement, Aïcha ou Jugurtha le Berbère, des personnages où on sent cet attachement profond et ce lien que vous bien avez sûr. avec ces figures, bien sûr, de votre enfance. Donc, j'ai aimé le soleil, j'ai aimé la mer, Meursault, comme le héros de Camus, bien sûr. Et on ne revient pas impunément de cette rive de Méditerranée parce que elle est intense, très intense. C'est enfin. Vous pensez que vous êtes saturnien pour cela? Écoutez, oui, parce que Saturne, c'est des soleils noirs précisément. C'est des astres très. Moi, j'aime bien la mélancolie, dont Victor Hugo disait qu'elle était le bonheur d'être triste. Donc, c'est pas rien la mélancolie, mais peut-être que effectivement, ce midi ardent qui tape sur la tête, qui rend les gens un peu fous, qui exacerbe les sensualités,
c'est resté en moi. Je ne peux pas le nier. Venez à Lille pour contrebalancer, alors. Pardon ? Venez à Lille pour contrebalancer, alors. Mais je suis là. Et c'est vrai que je m'interrogeais en arrivant ici. Je me disais, mais quel être aurais-je été si j'avais eu mon enfance ici, dans ces rues un peu élégantes et austères, avec cette université, avec des briques harmonieuses, des hauts plafonds. Quel être serais-je devenu ? On croit qu'on gouverne son destin alors qu'on est sculpté par les choses. Alyosha, une autre question peut-être à notre invité, Jean-Paul Enthoven. En tout cas, ce que vous nous dites là, évidemment, on le trouve à fleur de page, dans ce livre magnifique, qui est bouleversant et qu'on ne peut pas lâcher, parce que c'est effectivement un destin, mais aussi des histoires multiples qui sont les vôtres, qui finalement sont aujourd'hui ce que vous êtes. Et donc, c'est un livre, en tout cas, magnifique. Donc, merci. Merci. Voilà. Livre magnifique, Si le soleil s'en souvient, aux éditions Grasset. Il vient de sortir, chers amis. Nous sommes avec Jean-Paul Enthoven pour une petite heure. Alyosha Waldasowski, un grand merci. Vous restez avec nous. Vous, bien sûr. Et nous accueillons immédiatement Agathe. Je laisse le passer à Agathe. Jean-Paul Enthoven, vous signez Si le soleil s'en souvient aux éditions Grasset. C'est un roman événement. Nous vous interrogeons tout au long de cette émission sur les arcanes de cette nouvelle œuvre, très réussie, très commentée positivement. Immédiatement, Agathe a préparé votre portrait. Elle a relu un certain nombre de choses. Elle a compulsé dans les archives de votre carrière féconde. Agathe, nous vous écoutons. Soyez gentil. Je crois qu'elle est animée par la plus profonde bienveillance, cher Jean-Paul. Agathe, nous vous écoutons. Je serai gentil. Donc, monsieur Enthoven, vous êtes né en 1949 en Algérie, lorsqu'elle était encore française, donc, puisque, je le rappelle, l'Algérie n'a obtenu son indépendance qu'en 1962. Vous avez donc grandi dans un climat post-colonial, que vous relatez d'ailleurs dans votre livre « Si le soleil s'en souvient », paru en mars de cette année. Vous avez étudié plusieurs thèmes, notamment la philosophie, le droit et les sciences politiques au cours de vos années universitaires. Vous avez également enseigné pendant 2 ans à la Sorbonne, puis vous êtes tourné vers le journalisme. Parallèlement, vous êtes entré dans le milieu éditorial par le biais de Pierre Nora, qui vous confiait la lecture de divers textes. Et vous avez ensuite publié des essais au Nouvel Observateur, dans lequel vous êtes devenu rédacteur en chef adjoint. Et vous avez également pris plus tard la direction de Hachette Littérature. Puis vous êtes finalement entré dans la maison Grasset, de laquelle vous êtes devenu directeur éditorial, et chez qui vous publiez d'ailleurs plusieurs romans et essais, dont le roman Paris cette année. Tous mes livres sont publiés chez Grasset. Et vous êtes donc aujourd'hui conseiller éditorial chez Le Point. Et vous publiez d'ailleurs vos chroniques littéraires. Et donc c'est avec tout ce bagage intellectuel ainsi que votre expérience dans le domaine des lettres et de l'édition que vous vous présentez à nous aujourd'hui pour nous parler de votre passion qu'est la littérature. Ça me semble parfait. Je ne suis plus conseiller au Point. Je me contente d'y chroniquer à l'occasion les livres que j'aime, c'est tout. Voilà, mais sinon, c'est parfait. Et donc Agathe, effectivement, a bien travaillé. Alors, justement, qu'expliquez-nous, parce que là, je rebondis sur ce qu'elle vient de raconter de votre trajectoire professionnelle, disons stricto sensu. Comment est-ce qu'on concilie ces différentes casquettes ? Je pense que ça intéresse d'ailleurs beaucoup de nos étudiants. C'est les la mêmes. Casquette de l'éditeur. Vous croyez ? La casquette de l'éditeur, la casquette du journaliste littéraire, la casquette aussi de l'écrivain, avec ses engagements, sa subjectivité, ses remords, ses tristesses, mais aussi ses enthousiasmes. Enthoven veut dire enthousiasme. Comment on concilie tout ça ? Écoutez, c'est la même chose. Ce qu'il y a en commun, c'est évidemment l'importance centrale de la littérature dans nos vies. Alors, pendant longtemps, en tant que critique littéraire, je parlais des livres une fois qu'ils existaient. Oui. En tant qu'éditeur, je parlais des livres avant qu'ils n'existent. Et puis, entre les deux, il y avait ce no man's land qui est l'écriture proprement dite. Et pendant très longtemps, je n'ai pas publié, comme si le fait de contrôler la vie des livres en amont et en aval me faisait faire l'impasse sur... D'ailleurs,
je dois dire, puisque je crois savoir que beaucoup de vos étudiants s'intéressent à l'édition. Tout à fait. Et je dois vous dire que la première qualité requise pour être un bon éditeur, ce n'est pas l'amour de la littérature, Ouais. ce n'est pas le sens du commerce, Oui. ce n'est pas... C'est le serment que vous vous faites à vous-même de ne jamais écrire. Ah, ils boivent vos paroles, hein, là, en ce moment. Voilà, de jamais écrire. Parce que De moi, jamais écrire. et moi, Ouais. comme je n'ai jamais pu me faire ce serment, parce que le fait d'écrire des livres donne un sens à ma vie, j'ai été un éditeur. Bon, j'ai fait des choses, mais Ouais. je crois que j'ai pas été un grand éditeur. Enfin, on va voir ça avec Agathe, elle va vous interroger, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas sûr que ça soit si vrai. Bon, peu importe, je suis vraiment habituellement immodeste, donc rassurez-vous. Donc ça ne me gêne pas. Mais il faut savoir que, voilà, c'est l'amour de la littérature, mais simplement, il faut savoir où on met la dominante. Est-ce qu'on peut faire une brillante carrière dans le journalisme littéraire, on peut faire une brillante carrière dans l'édition, mais si on veut aussi être écrivain, il faut faire très attention. Alors, je crois savoir, cher Jean-Paul Enthoven, que vous avez bien connu, enfin assez bien connu, Mario Vargas Llosa. Oui. Depuis quelques années, même bien avant sa disparition. Oui. Vargas Llosa disait « Literacy is doomed », la littérature est foutue. Oui. Est-ce qu'un éditeur peut le penser tout en croyant encore possible de lancer des livres? Alors, vous savez, il se passe quelque chose de très bizarre Ouais. en ce moment. L'autre jour, regardant, comme je l'ai fait toute ma vie, la liste des meilleures ventes. Vous savez, comme elles sont publiées dans différents magazines. Un petit coup de déprime, non, hein? Non, c'est pas ça. Ok, je sais qu'il y a de la mauvaise littérature, Oui, se vend voilà. bien, mais c'est pas ça. Alors que les auteurs me soient inconnus, pourquoi pas? Mais c'est les éditeurs qui étaient inconnus désormais. Par exemple? Bah, c'est top livre, best édition, top. Enfin, des maisons d'édition spécialisées dans ce qu'on appelle la dark romance ou l'heroic fantasy. Et là, on a changé de monde. On a changé de monde. Avant, quand on éditait un livre, en France en tout cas, on savait qu'il y avait toujours, avec le réseau de bibliothèques, il y avait toujours 2000 personnes susceptibles de justifier un premier tirage. Aujourd'hui, on peut vendre simplement 100 exemplaires d'un livre. Ou On est comme un pilote à l'aveude avec tous Oui, les appareils de oui. gouvernail Alors, qui sont détruits, c'est ça? Oui, Ouais. oui, et puis surtout, ça valorise une certaine littérature, pas la vraie, selon moi. Donc c'est une époque très incertaine. Je ne sais pas. Personnellement, si vous me posez la question, je crois qu'on est à la veille d'un nouveau Moyen-Âge littéraire, c'est-à-dire qu'on rentre dans la clandestinité. On se retrouvera dans 100 ans, dans 150 ans, c'est pas grave. Vous savez, à un moment donné, en Europe, les trésors qui nous parvenaient de la Grèce hellénistique, s'il n'y avait pas eu un moine dans un monastère de Bohême complètement abandonné pour retranscrire, on aurait perdu les textes d'Échille ou de Sophocle. Et ben, moi, ça ne me gêne pas d'être dans une petite communauté restreinte aristocratique. Mais il faut le savoir pour les jeunes gens qui vont s'engager dans cette profession. C'est une zone très périlleuse en ce moment. Jean-Paul Enthoven, si le soleil s'en souvient, vous êtes à livre ouvert à l'Université catholique de Lille, c'est passionnant. Évidemment, nos étudiants sont très touchés par cette transmission d'expérience que vous venez de leur faire en direct avec beaucoup de générosité, beaucoup de véracité aussi. Et je sais qu'Agathe voulait y réagir. Ouais, déjà, je bois vos paroles. Vraiment, je trouve ça assez intéressant de voir une stature dans le monde de l'édition quand même, de comprendre aussi que le métier a changé et qu'il doit quelque part aussi s'adapter forcément aux lectures d'aujourd'hui. Je pense que les grands écrivains du 19e siècle n'avaient pas eu à s'affronter. Les peintres avaient eu à s'affronter à la photographie, par exemple. C'est ça. Mais les écrivains, aujourd'hui, ils ont à s'affronter à Netflix. Oui. Et Netflix, que j'adore, que je suis grand consommateur, et de tous les plateaux, de toutes les plateformes, ça donne le désir de récits structurés. Je suis certain que Balzac ou Maupassant, aujourd'hui, travailleraient pour Netflix, puisqu'ils étaient des génies du feuilleton, etc.
mais ça vous donne de la littérature sophistiquée. Imaginez Mallarmé à l'âge de Netflix, c'est impensable. Pour Balzac ou Maupassant, ça serait jouable. Alors, dans 3 ans, on ne va pas se mentir, hein, c'est vrai qu'on en parle souvent dans les cours que nous leur donnons, avec Alosia Waldazowski, on en parle parce qu'ils se destinent à des métiers du livre, en règle générale, nos étudiants. Dans 3 ans, votre petit scénariste de Netflix, aussi brillant soit-il, il est directement challengé par les intelligences artificielles génératives. Non, ça je crois pas, non, alors là, non. L'intelligence artificielle, enfin, je suis peut-être réactionnaire en parlant comme ça. Hollywood s'énerve pour rien, vous pensez? Il s'énerve pour rien, et surtout, ce qui me frappe, puisque vous parlez de Hollywood et des Oscars, etc., ce qui me frappe, c'est que c'est les biopics qui l'emportent. C'est-à-dire qu'on s'en remet à la vie pour écrire un scénario. On ne s'en remet pas à des machines. Les machines, c'est terne. Vous avez lu votre biographie sur Netflix? C'est sur ChatGPT? J'ai pas encore tenté, mais je compte sur vous pour me la sortir. Mais on est ridicule, on est adorable, on est woke, on est gentil. Moi, je suis pas woke, non. Non, mais vous le serez, par ChatGPT. C'est un... non, c'est pas ça qui va... Alors Agathe, vous lui mettez la puce à l'oreille par beaucoup d'aspects, cher Jean-Paul Enthoven. Vous signez Si le soleil s'en souvient aux éditions Grasset. C'est un livre merveilleux, magnifique. On en a dit d'ailleurs déjà quelques mots. Et je crois qu'elle avait d'autres questions à vous poser sur votre pratique d'éditeur, mais peut-être aussi sur certains livres dont vous êtes fier d'avoir contribué à la genèse. C'était exactement ça. Je me demandais justement quel livre vous aviez vraiment préféré sortir, publier, travailler avec les auteurs aussi. Alors, la pratique de l'édition m'a montré que les individus évoluent. Il y a des auteurs, dont vous me permettrez de ne pas donner le nom, que j'ai littéralement inventés, qui ont eu beaucoup de succès, mais qui ont très mal tourné. Les initiés se reconnaîtront peut-être? Non, je ne peux pas nommer. Et les initiés reconnaissent ceux qu'ils veulent reconnaître, et donc qui ont très mal tourné, qui sont devenus... voilà, je pressentais peut-être quelque chose. Deuxièmement, très vite, la notion de découverte littéraire, j'y ai renoncé. Parce qu'on reçoit 50 manuscrits par semaine, mais il n'y a jamais de surprise. Ils vous sont adressés nommément ou ils sont adressés à la maison d'édition? Déjà, c'est une distinction. Ouais. Quand ils vous sont adressés nommément, ça veut dire que l'auteur a fait l'effort de savoir un peu qui vous êtes, pour entrer en affinité ou en sympathie avec vos goûts. Quand c'est adressé à la maison d'édition, c'est déjà un petit mauvais point, n'est-ce pas? D'autant que vous avez toujours été un éditeur connu, oui, connu et reconnu. Et dans ces manuscrits qui arrivaient, il n'y avait rien de décisif. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Je peux même, puisque ça, je vais en dire du bien, ça m'est arrivé une fois avec un manuscrit de Yann Moix que j'ai reçu. Tout d'un coup, il y a un son. Vous avez craqué pour sa génialité un peu folle de jeune homme? Non, je ne savais pas encore qu'il était fou. Non, mais vous avez craqué pour sa génialité. Il y avait tout d'un coup une phrase. Je me souviens, la phrase de son premier manuscrit, c'était le premier mot, l'incipit, n'est-ce pas, comme on dit. C'était « j'allais naître ». C'est pas mal comme première phrase dans un livre, « j'allais naître ». On voyait que le type pensait au voyage au bout de la nuit dans la première phrase, et ça s'est passé comme ça. Voilà, tout d'un coup, juste ça, et la suite était à l'avenant, et j'ai senti que ce type-là avait quelque chose. D'ailleurs, je continue de penser que c'est un individu moralement complexe, mais stylistiquement incontestable. Mais sinon, je me suis plutôt chargé des écrivains déjà confirmés. Voilà, c'est-à-dire que ce que j'aime bien, c'est les écrivains qui valent, on va comparer ça avec des dissertes notés au lycée, des écrivains qui, quand ils finissent un livre, auraient 15 à leur copie, et en travaillant avec moi, ils vont arriver jusqu'à 18. Ça, j'adore. Mais il y a des éditeurs qui, au contraire, sont très très bons. Ils reçoivent des manuscrits qui valent 5 ou 6, ils n'ont même pas la moyenne, et ils les amènent jusqu'à 11. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais été... C'est à 2 sortes d'éditeurs. Moi,
j'étais un éditeur de luxe. Je transformais le très bon en excellent. Alors, à livre ouvert, la marque de fabrique de cette émission, à livre ouvert, c'est qu'on parle vrai. Et d'ailleurs, vous nous parlez vrai depuis une demi-heure, c'est passionnant. Il ne me viendrait pas l'idée de parler faux. Voilà. Tous les éditeurs, cela dit, ne le disent pas, car leurs degrés d'intervention sur les manuscrits sont parfois epsilonesques, parfois considérables. Vous, c'était plutôt important ou c'était plutôt modeste en règle générale? Ça dépend. Il y a des manuscrits dont je n'ai pas changé une virgule. Par exemple, quand François Nourricier me remettait ses manuscrits, il n'y avait pas une virgule à changer. Vous n'osiez pas ou c'était que... Non, c'était parfait. C'était parfait. Et d'ailleurs, un vrai écrivain, un éditeur, ça... je vais vous dire une phrase terrible. Un vrai éditeur, ça sert à rien pour les vrais écrivains. Ah, vous pensez vraiment? Pour les vrais écrivains. Vous pensez vraiment? Mais pour les faux écrivains, pour les demi-écrivains, c'est indispensable. Pour les vrais écrivains, un éditeur, ça sert à rassurer. C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à 3 heures du matin en disant qu'on est angoissé, qu'on a peur. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on a un problème avec son fiancé ou sa fiancée. C'est un objet transitionnel, alors comme les autres, c'est ça? Mais sinon, un éditeur, pour les vrais écrivains, ça ne sert à rien. Alors évidemment, il y a l'exemple de Proust avec Jacques Rivière. Mais Jacques Rivière n'est devenu l'éditeur indispensable de Proust qu'après la mort de Proust. C'est lui qui a mis en forme des milliers de pages confuses, etc. Mais du vivant de Proust, Jacques Rivière servait à rien. Bon, alors Jean-Paul Enthoven, c'est tellement un bonheur de vous avoir aujourd'hui dans Un livre ouvert. Vous faites de la transmission vivante, là, avec la plus jeune génération, avec nos étudiants de master, d'Alyosha, de moi. Agathe a encore des questions à vous poser. C'était surtout aussi peut-être par rapport au lien que vous entretenez déjà avec les auteurs, comme vous venez de le dire, et peut-être aussi l'importance des autres métiers de l'édition, par exemple peut-être le correcteur qui n'est pas très connu et qui pourtant a une place assez importante. Alors, les correcteurs, ce sont les gens les plus admirables de l'édition. Non, c'est vrai. Ce sont des gens d'un savoir, d'une modestie inquiétante même. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je crois avoir, comme je vous le disais, fait un manuscrit vraiment au point, le correcteur me pointe des choses, des règles de grammaire. Ce sont des gens... Je me demande quelle est la vraie vie des correcteurs. Ils doivent être malheureux ou au contraire incroyablement orgueilleux parce qu'ils en savent plus. Ce ne sont pas des créateurs. Non, pas des créateurs. Mais ce sont des gens qui savent mieux que les écrivains ce qu'est la langue. En tout cas, les meilleurs correcteurs. Moi, j'en ai un, il s'appelle Xavier, que j'ai plaisir à nommer, qui est d'une science infinie. Chez Grasset, ils sont bons, les correcteurs? Oui, oui. Oui, c'est même l'honneur de la maison. Il y a des maisons d'édition qui sortent des livres où il y a 50 coquilles, 4 fautes de français, etc. Jusqu'à nouvel ordre. C'est les maisons d'édition Trucmuche que vous évoquez tout à l'heure. Oui, bien sûr, évidemment. Jean-Paul Enthoven, c'est un plaisir. On est à livre ouvert avec vous pendant toute une après-midi. Vous publiez Si le soleil s'en souvient aux éditions Grasset, un roman époustouflant et, il faut le dire aussi, très émouvant, que nous avons évoqué déjà largement. Agathe, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci Agathe. Merci monsieur. Et vous allez céder la place à Pierre qui vient nous retrouver sous les applaudissements. Donc nous sommes toujours avec vous, Jean-Paul Enthoven, Si le soleil s'en souvient aux éditions Grasset. Je cède la parole à Pierre, il a tout préparé. Alors tout d'abord, déjà je tiens à vous remercier à nouveau pour cette opportunité que vous nous donnez. Jean-Paul Enthoven, vous avez été écrivain et journaliste critique, mais sous les conseils de Jean-Claude Lattès, qui à une époque a été le président de l'Empire Hachette. Vous vous êtes engagé dans la profession d'éditeur en devenant directeur de Hachette Livre, Hachette Littérature. Très vite, en 1986, vous rejoignez votre ami Bernard-Henri Lévy, en accédant au titre prestigieux de directeur éditorial aux éditions Grasset.
Vous prenez par ailleurs la direction de la collection Biblio-Essai qu'il avait lui-même fondée. Vous nous avez déjà parlé du fait que vous avez été aussi conseiller éditorial chez Le Point. Éditeur, donc, cette profession difficile, peu connue du grand public, un métier de l'ombre, comme on a déjà pu l'aborder, un métier où il faut s'occuper des auteurs, les dénicher et les conseiller, plus ou moins. En effet, certains n'ont pas besoin de correction, d'autres, en revanche, ont besoin d'être poussés afin de donner le meilleur. Où il faut s'occuper d'eux en tant que professionnel de la littérature, mais aussi professionnel de la vente. On sait d'ailleurs que sur un seul manuscrit qui va avoir le bonheur d'être choisi, 1000 vont être condamnés à l'oubli. Si je peux me permettre de vous poser une question, justement, qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre, surtout à une époque où l'hypercompétitivité se fait de plus en plus grande, où les auteurs sont confrontés aux autres auteurs, à la place dans les librairies, à l'IA? Moi, je pense que, bien sûr, il y a un manuscrit sur 1000 qui est retenu. Mais globalement, si on ne considère pas une seule maison d'édition, mais l'ensemble du monde éditorial, on ne passe pas à côté d'une merveille. Moi, par exemple, j'ai raté des livres qui sont devenus des énormes succès. Je peux même visiter quand on m'a apporté la traduction du Parfum de Suskind, ça m'a pas plu. C'était idiot parce que c'est devenu un best-seller planétaire. Qu'est-ce que vous aimiez pas, Jean-Paul Enthoven, dans le ça Parfum me plaisait pas. J'aimais pas cette littérature fantastique, ce réalisme fantastique. J'aimais pas. Donc j'étais dans cette. J'assume toutes mes subjectivités. En tout cas, c'est la première qualité requise. Mais globalement, le système ne laisse pas passer. Le schéma Van Gogh qui ne vend qu'un tableau dans sa vie au docteur Gachet, ça n'existe pas en littérature aujourd'hui, parce que le système ratisse tout. Et il y a même, au contraire, le risque que beaucoup de fausses valeurs soient éditées plutôt que de génies méconnus et négligés. Ça, je suis certain de ça. Pour le reste, c'est un métier intéressant, délicat, un métier de l'ombre, quoique les éditeurs passent leur temps à passer à la télévision. La preuve, qu'est-ce que je fais avec vous à l'instant? Non, les éditeurs ont la vanité qu'il faut pour sortir de l'ombre. Vous êtes content de ce résumé de oui, il a raison, cette carrière pleine d'accomplissements? Vous avez dit un truc, je ne sais pas, qui m'a fait tiquer, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Alors, il a cité votre grand ami, vous disiez même à un moment votre frère, Bernard-Henri Lévy, auteur Grasset. Vous avez déjà planché sur un manuscrit de Bernard, comme vous l'appelez. Est-ce qu'il y a beaucoup de boulot sur un manuscrit de Bernard? D'abord, évidemment, je lis les textes de Bernard au moment où ils s'écrivent. Au moment où ils s'écrivent? Oui, je ne les lis pas. Comment il fait? Il vous envoie des morceaux, des pièces détachées? Tout, le téléphonage. Ah oui, d'accord. Il vous lit à haute voix. Je lis, ça va, ça vient. Solitude d'Israël, par exemple, vous l'avez lu au fur et à mesure? Non, je l'ai lu une fois terminé. D'accord. Parce que le livre est très court. Le livre est très court et il l'a écrit d'un seul jet. Et je suis intervenu, j'ai fait des suggestions, il y avait des choses qui me semblaient maladroites ou des choses qui me semblaient obscures, et d'ailleurs je lui ai rendu service. Il est souple, il accepte bien sûr, quand c'est incontestable, il n'y a pas d'orgueil à avoir. Quand un conseil est donné avec... cela dit, avec Bernard c'est très facile, mais très souvent on a affaire à des livres qu'on n'aime pas. Carrément. Avec des auteurs qu'on n'aime pas, mais qui sont souvent des... Si Pierre vous soudoie 2-3 noms, vous allez le rembarrer on va voir. Des auteurs... je ne sais pas, par exemple, il y a beaucoup d'hommes politiques dont j'ai publié les livres. Très souvent, ces hommes politiques n'avaient pas lu les livres qui paraissaient sous leur nom.
C'est parce que c'est ça le système. Et alors, c'est les jeunes normaliens qui sont les généralement hein, oui, les nègres, comme on appelle les nègres, c'est le jargon. Et là, d'édition, j'avais pas. Les jeunes normaliens. Très souvent, on n'a pas envie de passer des heures à lire un manuscrit que même l'auteur n'a pas franchement lu. Donc, mais j'étais passé maître dans l'art de savoir ce qu'il y avait dans les livres que je n'avais pas lus. C'est-à-dire que et souvent je donnais des conseils utiles à l'auteur. Alors Jean-Paul Enthoven, on se connaît un peu. Comment vous résistez au cynisme par rapport à ce type de produit-là hein, Oui, parce que l'édition Ouais. est une profession qui est à mi-chemin entre la création noble et le commerce. et le commerce. Oui. D'ailleurs, Edmond de Charleroux appelait les éditions Grasset la maison de commerce. C'est un endroit où il faut faire des profits, il faut gagner de l'argent, il faut créer des emplois. C'est comme ça. Vous préférez pas quartier général du bruit, comme votre ami Christophe Bataille, pour définir la maison Oui, mais c'est très poétique, l'expression de Christophe Bataille, mais la vérité, c'est que c'est vraiment une maison de commerce. Et souvent, l'obsession du chiffre d'affaires existe. Autrement, autrement, on met la clé sous la porte. Il n'ose pas hein, vous demander, allez-y Pierre, vous n'avez pas une question? Oui, alors justement, vous parliez du fait que parfois on est face à un manuscrit d'une personnalité avec qui on n'a pas forcément de lien, avec qui on n'est pas forcément ami ou autre. Il me semble justement qu'il y a eu une histoire où vous aviez reçu un manuscrit, vous aviez été étonné de recevoir un manuscrit de la part d'une personne dont malheureusement le nom m'échappe, mais avec qui vous aviez une certaine inimité, et où vous étiez vraiment tombé en émoi. Alors justement, moi ma question c'est, en tant qu'éditeur, plus que de lire un livre pour le plaisir, on a aussi une responsabilité envers celui-ci, même si on n'aime pas forcément l'auteur ou le livre en particulier. Ça va de soi. Oui. Comment faites-vous pour rester objectif, pour garder votre conscience professionnelle et faire garder justement cet objectif de rendre ce livre accessible à tous au meilleur? Elle est dure sa question. Hein. Non, elle est très simple. Non mais elle est intéressante. Prenez le problème à l'envers. Il y a quelqu'un que je n'aime pas beaucoup. Et puis il m'envoie un manuscrit que je lis, contraint et forcé, et que je trouve très bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu tort quand je n'avais aucune estime pour cet individu-là. Parce que je ne peux pas croire que quelqu'un qui m'apparaît comme détestable ou misérable ou médiocre ait écrit un bon livre. Ce n'est pas possible. Alors on va vous poser la question inverse, cher Jean-Paul Enthoven, puisqu'on parle vrai, c'est formidable, à livre ouvert, vous nous dites tout sur le métier aussi. Ce métier. Il y a l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qu'on adore qui envoie un mauvais livre. Le soupçon du copinage, vous savez bien qu'il existe sur les grands éditeurs. Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire au fond de se dire, voilà, ils se connaissent tous dans Paris, ils déjeunent ensemble, ils dînent ensemble, ils partent en vacances ensemble, et donc ils publient parfois des livres très médiocres, juste parce que c'est les copains ou les copines. Pas simplement les copains, parce que la personne peut occuper une position stratégique dans le milieu. Ça revient un peu au même. Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Vous l'avez fait ça déjà? Oui, bien sûr. Je manquerais à tous mes devoirs de chef d'entreprise si je ne le faisais pas. Il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et c'est quoi la limite, justement? La ligne rouge, en quelque sorte, de l'éthique de ce métier. C'est le non fréquentable. Évidemment, il y a des impossibilités idéologiques, si vous voulez, qui sont des bornes, n'est-ce pas? Je crois que je n'ai jamais publié le livre d'un écrivain raciste ou antisémite ou homophobe, jamais. En revanche, il m'est arrivé, oui bien sûr, de publier avec succès, c'est ça le plus triste, des livres. Une dame qui est morte avant-hier, qui s'appelait Madeleine Chapsal. Vous n'avez même pas idée des succès gigantesques qu'avait Madeleine Chapsal. La Maison de Jade que j'avais publiée avait atteint, je crois, 600 000 exemplaires. C'était des choses colossales. Et c'était impossible. Enfin, je veux dire, c'était une non-littérature. Mais bon, c'est ainsi. La vie est ainsi faite. Il faut savoir, si à la faveur d'un mauvais livre qui a du succès, je peux publier 3 auteurs ou 4
qui n'en auront pas, mais qui ont de la valeur, je fais mon calcul. Voilà. Pierre? Alors, il a bien répondu. Hein. Alors, une dernière question dans cette séquence éditoriale. C'est une actualité globale hein, que nous vous proposons de commenter. C'est ce qu'on appelle pudiquement dans le jargon des journalistes les processus de concentration éditoriale dans l'espace éditorial et littéraire français. Est-ce qu'il faut se réjouir qu'il y ait quelques manias aujourd'hui qui détiennent la quasi-totalité des maisons d'édition, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter selon vous en règle générale? Alors évidemment, alors j'en parle d'autant plus librement que j'ai quitté ce monde-là, donc j'en parle très objectivement. Je crois que il n'y a plus de maisons indépendantes, donc je n'ai rien contre la concentration. Mais un grand capitaliste qui se contente de rationaliser son monde de production, c'est bien. Mais un grand capitaliste qui en plus a un projet idéologique, ça devient inquiétant. Alors on pourrait vous objecter, Jean-Paul Enthoven, on pense évidemment à qui vous pensez, on pourrait vous objecter que ça a toujours existé. Non. Les projets idéologiques, non? Non. Par exemple, un capitaliste qui gagne de l'argent, c'est son rôle par exemple, mais depuis le parfumeur Coty, dans l'entre-deux-guerres, le parfumeur Coty qui à la fois était un homme très puissant, très riche, et qui en plus avait un projet idéologique, ça ne s'est pas retrouvé jusqu'à ce qui se passe ces jours-ci dans les médias, je veux dire. Vous êtes inquiet? Vous êtes inquiet? Pardon? Vous êtes inquiet, Jean-Paul Enthoven? Inquiet, non, parce que le système est malin, et ce que l'un empêche, l'autre le créera. Vous croyez? Oui, bien sûr, le système est insubmersible. Mais je trouve que les premières décisions qui sont prises par les nouveaux actionnaires de Hachette sont des décisions d'abord irresponsables, parce qu'il y a des destructions de valeur. Par exemple, on licencie des éditeurs qui vont dans la concurrence et qui emmènent avec eux les 30 auteurs qui faisaient le chiffre d'affaires de la maison précédente. Donc je trouve que c'est la destruction de valeur pour des raisons idéologiques. Et ça me semble pas très intelligent ni promis un grand avenir. Mais c'est la séquence. La séquence est comme ça. Jean-Paul Enthoven, on est ravis d'être avec vous dans Livre ouvert. Si le soleil s'en souvient, c'est votre nouveau livre événement aux éditions Grasset. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup, Pierre. Chers amis, nous sommes encore pour quelques instants dans Livre ouvert, l'émission du Master 2 de la Fondation des Lettres et des Sciences Humaines. Nous sommes avec Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Enthoven. Si le soleil s'en souvient aux éditions Grasset, on a parlé de beaucoup de choses. Déjà, Sophie, alors là, vous allez déplacer un tout petit peu la focale de notre discussion sur une question éditoriale importante. Oui. Les prix littéraires. C'est ça. Donc en fait, pour remettre un peu au contexte, dans notre master, nous avons eu la chance de décerner un prix littéraire qui s'appelle Des racines et des mots, qui est pour des personnes qui ont écrit la littérature de l'exil. Et du coup, avec cette ouverture sur les prix littéraires, en fait, ça pose des questions parce qu'en France, il y a énormément de prix littéraires. Et c'est surtout en automne que les principaux prix littéraires sont remis. Et du coup, ce que je voulais savoir, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez déjà participé à cette hystérie du prix J'ai participé comme éditeur, comme auteur, comme ami d'auteur. J'ai été à tous les étages de ce gigantesque trafic. Oui. Gigantesque trafic? Oui, bien sûr. Ah, carrément. Oui, mais la vérité peut se faufiler au milieu du trafic, vous comprenez? C'est la vérité, la qualité peut se faufiler, mais nier l'existence du trafic me paraîtrait un non-sens. Sophie? Et du coup, d'ailleurs, on a aussi l'impression que les prix littéraires se jouent entre sur un certain nombre de maisons assez limitées. Est-ce que vous pensez que maintenant ça se joue encore, surtout entre ces maisons-là, ou alors il y a une ouverture qui se fait peu à peu? Alors, je sais que vous faites allusion à ce qu'on a appelé le fameux Galli-Grasseuil. Bon, mais ça appartient au XXe siècle. Aujourd'hui, c'est fini. Évidemment, il y a toujours le Galli qui fonctionne, puisque Gallimard, c'est la Banque de France, comme disaient les Allemands. Vous savez, quand Otto Abetz a débarqué à Paris, il dit, pour contrôler la France, il faut contrôler la Banque de France et les éditions Gallimard. Donc c'est pour vous dire que c'est important. Mais sinon, Grasset ou Le Seuil ne sont plus vraiment des interlocuteurs. Mais en revanche,
une myriade de petits éditeurs. Au contraire, il y a une prime, small is beautiful. Il y a une prime aux soi-disant petits éditeurs. Je dis soi-disant parce qu'il y a deux dimensions dans les prix littéraires. Il y a le prix littéraire de l'éditeur, mais en même temps, il y a le prix littéraire va aussi au distributeur. Or, parfois, une petite maison d'édition que personne ne connaît est distribuée par un très grand éditeur. Mais ça, c'est vraiment vrai, Jean-Paul Enthoven? Too big to fail, ça n'existe plus? Non, enfin, ça existe. 80% de la littérature est publiée par les grands éditeurs. Il est normal que les 80% des prix aillent aux grands éditeurs. Statistiquement, c'est comme ça. Alors qu'il y ait des injustices et des petits trafics, parfois, oui, bien sûr. Mais globalement, globalement, la vérité peut se faufiler à travers toutes ces brigues et toutes ces intrigues. Alors je crois que Sophie, je trahis aucun secret, a adoré Si le soleil s'en souvient, Jean-Paul Enthoven, votre roman Événement qui est paru cette semaine aux éditions Grasset. Vous aviez une question sur l'exil aussi à poser à notre invité. Oui, bien sûr. En fait, ma question, c'était pas une question plutôt d'actualité, parce qu'en fait, il y a un débat qui est en train de se créer depuis quelques semaines par rapport à la remise en question du droit du sol. Et du coup, je voulais aussi un peu avoir votre avis à propos de cette question-là, parce que comme vous n'êtes pas né en France, du coup, on peut avoir votre avis en tant que personne qui vient aussi d'un territoire. Et attendez, il y a plusieurs choses à dire. Je ne suis pas né en France, mais je suis né dans un département français. L'Algérie était un département français, donc le droit du sol... il s'appliquait pour vous? Oui, il s'appliquait pour moi, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, on dit qu'il faut suspendre le droit du sol. Mais le droit du sol est déjà très compliqué. C'est pas automatique, le droit du sol en France. Je vois très bien dans quel contexte. Vous voulez dire qu'à 18 ans, un enfant né de parents étrangers sur le sol français ne devient pas... Non, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, je crois savoir, je lisais un texte très savant de Veil, Patrick Veil. Ouais. Il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut soit un parent français depuis moins de je ne sais combien d'années, ou plus, il faut le redemander à la majorité légale. Il y a, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas le partage simple et élémentaire, droit du sang, droit du sol. Qu'on voudrait faire aujourd'hui. Il y a infiniment de nuances. Par exemple, on pourrait très bien garder le droit du sol et le suspendre au fait de parler le français, par exemple. C'est tout à fait jouable. C'est une affaire dont aujourd'hui l'idéologie s'est saisie. Et quand l'idéologie se saisit d'un problème, on cesse de raisonner. Il risque d'être obscurci. Jean-Paul Enthoven, dernière question qui revient à Sophie. Lourde charge avant les conclusions d'Alyosha Valazovski. Allez, Sophie. Du coup, c'était une question pour revenir un peu sur le livre, parce qu'en fait, d'ores et déjà, une partie de la critique, elle estime qu'en fait, vous ne vous êtes jamais autant mis à nu dans un roman. Et du coup, je voulais savoir si pour vous, c'était aussi le cas. Est-ce que vous n'avez jamais été au plus proche de votre vérité ou pas forcément? Il y a toujours un moment, vous savez, quand on est jeune romancier, on passe son temps à se maquiller, à se déguiser, et puis à mesure qu'on approche de l'âge, comme on dit, tout d'un coup, on a envie de dire les choses comme elles sont. Goethe, par exemple, vous savez, il disait, maturer, c'est se retirer progressivement des apparences. Oui, voilà, se retirer progressivement. Oui, il y a un moment où on a envie de... En plus, moi, j'étais dans une ville qui s'appelait Mascara, qui est le nom d'un cosmétique qui sert à se dissimuler. Et il y a un moment où le maquillage tombe et où on a envie d'être vrai parce que le temps devient plus court, où on aura le temps de dire qui on est. Et ce moment m'a semblé venu. Je n'ai pas pris la décision, c'est la décision qui m'a pris. Vous comprenez, ça s'est fait comme ça. Je n'ai pas dit, tiens, allez, maintenant, je vais dire vraiment qui je suis. D'abord, je ne sais pas qui je suis, premièrement. Vraiment pas? Vraiment pas? Non, moi, je suis pas le même quand je parle anglais ou italien, par exemple. Je suis quelqu'un d'autre. J'ai même pas les mêmes idées politiques quand je parle anglais. Et quand vous parlez espagnol en Uruguay? Je suis quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, évidemment. Donc,
Enfin voilà, je sais pas. J'espère que je vous ai quand même un peu répondu. Merci beaucoup Jean-Paul Enthoven. Merci Sophie. Merci beaucoup, merci à vous. Quelle joie, quel bonheur d'avoir pu assister à cet échange passionnant. Merci infiniment. Merci à vous. Une grande joie, Jean-Paul. Un grand honneur pour notre université d'avoir eu votre présence. Vous qui êtes quand même le plus proustien, le plus stendhalien de nos écrivains français. Et c'était une joie de découvrir justement aussi votre parcours, vos horizons, vos projets, votre regard. Et de partager et de transmettre à nos étudiants aujourd'hui. C'est vraiment une grande chance pour nous. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci beaucoup, Jean-Paul Enthoven. Merci beaucoup, Alyosha. Merci, Alexis, d'avoir animé si brillamment cet échange. Et on va retrouver bientôt notre invité dans le colloque. Et que oui, vous lui avez promis. Voilà, et je souhaite absolument, je l'espère en tout cas de tout cœur, que Jean-Paul pourra revenir dans notre université, que nous pourrons échanger plus profondément encore. Je connais le chemin de Lille. Voilà, vous êtes évidemment le bienvenu. Merci infiniment, Jean-Paul. Merci infiniment, Jean-Paul. Merci à vous.